يا طالي عين عيني للجبل يا مولي لمقيدين النار بيني لليوم يوم عيني للهنايا. Je vais vous présenter Salah pour ceux qui ne le connaissent pas. Salah, tu es franco-palestinien, Jérusalem-Est, avocat et membre de l'ONG palestinienne de soutien aux prisonniers palestiniens Adamir. Tu as passé plus de 10 ans dans les prisons israéliennes, en particulier sous le régime de la détention administrative, sans inculpation ni procès. Tu nous en parleras tout à l'heure. Après la révocation de ton statut de résident permanent de Jérusalem, tu as été déporté en France, malgré tout le soutien que tu as pu recevoir, et depuis tu multiplies les conférences. Tu es l'auteur du livre Prisonnier de Jérusalem, en vente sur la table d'Evry Palestine. Tu pourras le dédicacer à la fin de cette table ronde. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ta présentation, Sana? Ça va. Bon, moi je vais présenter Assia. Bonjour Assia. Assia est doctorante en histoire et anthropologue à l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle a partagé la vie et le combat des habitants du village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah, en Cisjordanie, durant 4 longs séjours qu'elle y a effectués entre 2010 et 2015. Elle est l'auteure du livre Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens. Et ce livre se trouve sur la table de librairie. Et Assia va nous parler de l'emprisonnement en ce qui concerne plus spécifiquement les femmes. Peut-être quelque chose à rajouter? Je voulais juste faire une petite introduction entre cette table ronde qu'on avait préparée depuis un certain temps et puis cette actualité d'aujourd'hui. Donc pourquoi ce choix, l'enfermement de tout le peuple palestinien? Il obéit au projet colonial sioniste, logique de séparation, de dépossession et de peuplement dans un espace de plus en plus fragmenté et clos, à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza sous blocus depuis 16 ans, en Israël même, ou dans les camps de réfugiés, en Syrie, au Liban ou en Jordanie. Un véritable régime d'apartheid, qualifié ainsi par de nombreuses organisations internationales et en premier lieu par l'ONU, mis en place pour l'accomplissement de ce projet colonial qui fait craindre aujourd'hui une nouvelle Nakba, elle est là, et un génocide à Gaza. Sans oublier les murs illégaux, les checkpoints, les couvre-feux, les interdictions de circuler. L'incarcération massive depuis l'an passé est un des outils de répression des autorités israéliennes successives, ce qui va être longuement développé par nos deux intervenants, et une potentialité carcérale qui pèse sur la tête de chaque Palestinien, chaque Palestinienne, dès l'enfance, menace qui envahit les existences, les corps, les pensées de chacun. Cette exigence de la libération des prisonniers politiques palestiniens est un enjeu sociétal et politique crucial au cœur des mouvements de résistance à l'occupant, car elle touche chaque famille palestinienne. C'était aussi un point crucial des négociations entre Hamas et le gouvernement israélien, aujourd'hui à l'arrêt par décision de ce gouvernement. Donc ma première question sera à Salah. Pourrais-tu, Salah, nous commenter cette actualité? Arrestation, incarcération, en particulier en Cisjordanie et à Jérusalem, libération et réarrestation et les réactions du peuple palestinien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que depuis le 7 octobre, même avant, mais la situation des prisonniers politiques, un des sujets les plus sensibles pour la société palestinienne. On a vu ce qui s'est passé, les arrestations, surtout après le 7 octobre. Avant, il y avait 5200, 5300. Mais là, on a une situation un peu particulière depuis 2 mois et quelques. C'est surtout que les Israéliens, l'occupation israélienne, elle a lancé des vagues, des arrestations quotidiennes en Cisjordanie, surtout en Cisjordanie, Jérusalem et les Palestiniens de la Palestine occupée de 1948. Le chiffre, il est à 3500
arrestations, qui fait en total, les prisonniers qu'on sait où est-ce qu'ils sont, ils sont à 8200 ou 8300 prisonniers. Mais ça, c'est pas les cas les plus pires. Les trucs les plus dangereux, ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y avait tout d'abord les milliers des travailleurs qui étaient arrêtés. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui ne sont pas sortis. Il y a des civils et d'autres qui étaient arrêtés le jour de 7 octobre. Et il y a aussi les arrestations quotidiennes aujourd'hui dans les zones où les Israéliens sont entrés. On a vu les photos hier et avant-hier des centaines des gens arrêtés tout nus dans les rues et dans les camions. Mais les prisonniers dans la bande de Gaza, on n'a aucune info sur eux. Il y a des gens qui disent qu'il y a entre 1200 et 2000 arrestations dans la bande de Gaza. On n'a aucune info, ni Croix-Rouge n'a le droit de visiter, ni les avocats, ni les familles, aucun contact. On ne sait pas s'ils sont vivants, morts, ou on ne sait pas ils sont où. On a une seule information, qui sont dans une base armée dans le sud vers Beersheba, où il y a un centre d'interrogatoire qui s'est développé depuis. Mais à part ça, on n'a aucune information. 6 Palestiniens tués dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre, tous morts à cause de la torture physique. Et depuis que l'occupation israélienne a redéclaré l'état d'urgence, depuis on voit clairement, on a les témoignages des gens, des jeunes, des femmes qui sont sortis, qui parlent de la torture quotidienne. Dès le jour de l'arrestation jusqu'à l'arrivée en prison, tout ce trajet, il y a de la torture physique énorme. On a vu même des vidéos des prisonniers nus dans des bus où ils se font tabasser, où ils étaient obligés de se mettre debout quand il y avait des chansons israéliennes qui s'étaient dans les bus. Mais ces vagues d'arrestation en Cisjordanie, malgré la libération, malgré les échanges qui ont eu lieu pendant la trêve pour les femmes et les enfants, là il reste encore 120 enfants qui sont détenus, encore 40 femmes, entre 33 et 40, le chiffre il monte et descend. Et les prisonniers, depuis le 7 octobre, l'administration de prison, elle a tourné tous les prisons pour des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, tous les biens ont été confisqués, pas de télé, pas de radio, aucun contact avec l'extérieur. Dans 2 prisons différentes, les prisonniers sont fait gazer par les forces spéciales, où ils étaient, par exemple, dans la prison de Jalboua. Ils étaient 120 prisonniers après d'avoir été gazés dans les cellules. Les forces spéciales les ont pris en force, menottés mains, pieds, allongés par terre de 8h du matin, de 8h le soir jusqu'à 6h du matin. Et à mon avis, les tortures, ils se passent maintenant là où on parle. Et les Israéliens, ils sont en train de se venger sur les civils dans les prisons. Et vu le peu de contact qu'on a pu garder avec les prisonniers, les chefs de l'administration de prison, ils l'ont dit clairement, tant qu'on n'a pas senti qu'on a eu notre vengeance, on ne va pas arrêter de vous torturer. Et 6 morts dans même pas 10-15 jours, ce chiffre on ne l'a pas vu depuis les années 60-70. Et ça, c'est une preuve à quel niveau la torture il y a des enfants qui sont sortis avec des plâtres pendant les échanges de la trêve. Ils sont sortis avec des plâtres parce qu'ils étaient hospitalisés, parce qu'il y a cette torture physique. Alors la situation, elle est catastrophique. Merci, Salah. Donc la première question pour Assia, ça serait sur le fait que les Palestiniens vivent actuellement une tragédie. Il y a une trêve humanitaire de 7 jours pendant laquelle des femmes et des enfants ont été libérés et d'autres parallèlement ont été emprisonnés dans le même temps. Pourrais-tu nous en parler ?
Ouais. Oui, donc il y a déjà pendant la trêve, il y a eu des libérations, mais il y a eu environ 280 nouvelles arrestations au même moment des libérations. Donc les personnes qui, les nombres d'arrestations étaient supérieurs au nombre des prisonniers et prisonnières libérés. En ce moment, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Salah, mais sur les 8200 prisonniers, il y en a plus de 3000 qui sont en détention administrative, ce qui n'était arrivé depuis très longtemps. La détention administrative, c'est une pratique qui vient de la colonisation britannique et qui permet de garder quelqu'un en prison sans aucun chef d'inculpation pendant une période qui va de 3 à 6 mois, et cette période est renouvelée indéfiniment. Donc il y a des prisonniers et des prisonnières qui sont restés en prison pendant 5 ans, 6 ans sans savoir quels étaient les chefs d'inculpation contre eux. Et donc à la fois, et donc parmi les arrestations aussi qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, plus de 80% des prisonniers et prisonnières sont placés en détention administrative, ce qui veut dire clairement qu'ils sont des otages dans les prisons de l'occupation, de la colonisation israélienne. Et donc, donc malgré les libérations, il y a des enfants et des femmes, en effet entre 33 et 40, qui restent en prison, dont, comme disait Ahed, là je pense entre une quinzaine viennent de Gaza. Leur situation, elles savent pas, elles n'ont pas de nouvelles de leur famille, elles ont aucune nouvelle. Et en effet, comme disait Salah, dès le 7 octobre, il y a eu des formes de punition collective qui visaient les prisonniers et les prisonnières. Le 8 octobre, Marah, la représentante des femmes prisonnières, a été placée en isolement pendant 50 jours. Donc elle a été déplacée de la prison d'Abdamouane vers une autre prison. Elle est restée 50 jours en isolement. Et il y a des formes de punition collective qui touchent les hommes comme les femmes. Donc il y a eu des formes de torture. Ils ont confisqué la radio, la télévision et tout ce qui leur permettait d'être en lien avec l'extérieur. Donc pendant 50 jours, elles n'ont eu aucune nouvelle de l'extérieur parce qu'évidemment les visites des familles, les visites avec les avocats étaient annulées. Et parmi donc les femmes qui ont été libérées, qui sont sorties, il y en avait beaucoup qui avaient été arrêtés depuis le 7 octobre pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages en soutien à la résistance et à la libération de la Palestine. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont sorties, qui avaient été arrêtées en 2015-2016 dans le cadre de Habd el-Quds, ce qui en France s'appelle l'intifada des couteaux. Et que c'était ce moment où, suite aux invasions de plus en plus fréquentes des colons sur la mosquée Al-Aqsa, il y a eu des attaques des jeunes, très jeunes hommes et femmes palestiniens qui étaient accusés, qui étaient exécutés ou arrêtés, accusés d'avoir essayé de poignarder des soldats surarmés ou des colons. Donc parmi les femmes libérées, il y en a, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense que c'est important de connaître les histoires de ces femmes. Et donc il y a Isra Jarbis, c'est une femme qui a été arrêtée en 2015 suite à un accident de voiture aux abords d'une colonie. Elle transportait une bonbonne de gaz pour un déménagement. Et donc cette bonbonne a explosé, les soldats ont pensé qu'elle voulait faire un attentat, donc ils lui ont tiré dessus, ils l'ont laissé brûler dans sa voiture, puis ils l'ont sorti. Donc Isra, elle a brûlé sur les 60% de son corps. Et en fait, elle n'a pas reçu les soins nécessaires, donc, et les soins, depuis 2015, c'est le collectif des prisonnières qui prend soin d'elle, qui s'occupe d'elle, qui a participé à la soigner. Avec Isra, il y a tout un groupe aussi de jeunes femmes qui ont été arrêtées vers l'âge de 15-16 ans en 2015-2016, comme Shourouk, Malak, Nurhan, Aïcha et d'autres, et qui, grâce au système éducatif clandestin mis en place suite à l'arrivée en prison de Khaled Jarrar,
elles ont pu passer leur bac en prison et la plupart d'entre elles, elle a fini une licence clandestinement organisée en prison. Et là, elles ont toutes, je pense qu'elles ont toutes fini d'écrire leur mémoire en prison. Et voilà. Donc voilà. Et Ahed, non, juste pour parler d'Ahed, que c'est une personne que je connais depuis qu'elle a 8 ans. Donc elle a été arrêtée une semaine après son père. Son père, il a été arrêté lorsqu'il s'est rendu en Jordanie. Il passait par le Jisr, enfin le passage pour aller en Jordanie. Il a été arrêté là sans aucune raison et puis envoyé en prison. Et une semaine après, en fait, les réseaux sociaux des Ahed avaient été hackés. Donc il y avait eu une attaque des hackers. Et donc il y a eu un post antisémite qui a été publié sur ces réseaux sociaux mais qui n'a pas été publié sur elle, et suite à ça il y a eu une grosse campagne des colons qui continue et qui disait chasse aux nouveaux nazis et qui mettait donc les visages de toute la famille des Ahed dans le viseur. Donc suite à ça il y a eu comme d'habitude la nuit plein d'égyptiens israéliens sont arrivés pour l'arrêter. Et donc, comme elle disait, quand elle est sortie, ils l'ont menacée, ils lui ont dit si tu parles, on a ton père, on va se venger. Et juste pour rappel, le père d'Ahed Massa, comme beaucoup de Palestiniens, il a passé, ça c'est sa 11e arrestation. La mère d'Ahed a été en prison 5 fois. Ahed, c'est sa 2e arrestation. Son frère, il était en prison 3 fois. Et c'est le cas, enfin, c'est un exemple, mais ça arrive dans beaucoup de familles palestiniennes. Alors, la deuxième question, ça s'adresse à toi, celle-là. On comprend que l'emprisonnement constitue une stratégie de l'État d'Israël pour museler la société palestinienne. En parlant de ta propre expérience, qui fait l'objet de ton livre, peux-tu nous dire ce qu'est la vie d'un prisonnier palestinien politique, les mauvais traitements, la torture? Quelle est cette justice d'exception pour les Palestiniens soumis aux tribunaux militaires israéliens? Comment le prisonnier contribue à la résistance à l'intérieur de la prison? Quelles sont ses luttes, ses combats? Oui, la question elle est longue, hein. Je vais essayer de résumer au maximum parce qu'on peut parler des heures et des heures là-dessus. Écoute, moi, malheureusement, comme beaucoup, je disais assez, moi j'ai eu la chance que mon histoire soit connue parce que je suis franco-palestinien, mais vu les histoires que tu vis quotidiennement dans la prison, tu comprends mieux comment que le système carcéral israélien, il fait vraiment un des moyens de la destruction de la vie des Palestiniens. C'est pas... Déjà, il y a 2 mots que, à mon avis, il sort de mon dictionnaire depuis longtemps. Que justice et occupation, ça marche pas. Que ce soit les tribunaux militaires, que ce soit les tribunaux civils, que ce soit la Cour suprême israélienne ou d'autres, tout est là pour servir à l'occupation. On est devant un système judiciaire, son seul objet, c'est voir et comment rendre au plus pire la vie des Palestiniens. Parce que pour moi, en France, de dire le système militaire comme si le système civil il était mieux. Non, en fait, tout est fait pour rendre horrible la vie des Palestiniens. Il n'y a pas une destruction d'une maison, il n'y a pas une arrestation de la détention administrative qui ne passe pas devant la Cour suprême civile israélienne et tout est validé. Sur la question de l'emprisonnement, moi malheureusement, comme d'autres, j'étais arrêté aussitôt dans ma vie. J'étais arrêté la première fois à l'âge de 16 ans, ça monte pour longtemps, 2001. Et la dernière arrestation, 2022, en total j'ai passé 10 ans dans les prisons israéliennes. Dans la prison, dès l'arrestation, même avant, tout est fait pour briser la psychologie et le moral de prisonniers, pour essayer de les rendre vraiment une charge sur leur famille, sur leur société, au moment de leur libération. Dans tous les détails, tu passes, que ce soit la torture physique ou psychologique, mais dans les détails de la vie quotidienne, tu vois que tout est fait pour contrôler l'être humain et voir comment vraiment tuer son humanité et jusqu'à sa sortie. Ça commence par les interrogatoires,
les interrogatoires, il y a un système d'interrogatoire israélien, là je parle pour tout le monde, hein, que ce soit enfants, femmes, hommes, handicapés, aveugles, c'est pour tout le monde. Il y a un système d'interrogatoire que l'occupant a développé vu les années les générations qu'il a emprisonnées. Et bien évidemment, avant 1967, il y avait des prisons et compagnie, mais les calculs des Palestiniens, ils ont vraiment commencé après 1967. On parle de 850 000 Palestiniens emprisonnés depuis 1967, ça veut dire de 35 à 37% de la société, elle est passée par la prison. Il n'y a pas une ou deux maisons où il n'y a pas quelqu'un qui est passé en prison. Les interrogatoires, ça se passe dans des conditions très très difficiles. Moi, par exemple, à l'âge de 16 ans, j'ai été arrêté par les forces spéciales à la maison, et bon, fouillement, et casser la maison et compagnie. Accompagné par jusqu'à ce qu'on appelle la Jérusalem, le Maskoubiye, c'est une ancienne église russe que les Israéliens ont tournée en centre d'interrogatoire. Je suis rentré, bien sûr, je ne savais pas où, au début, je savais pas. Dès que je suis parti de la maison jusqu'à l'arrivée, je ne savais pas où est-ce que je suis parce que j'avais les yeux bandés, les mains menottées. Arrivé au centre d'interrogatoire, directement sur une chaise, une petite chaise comme celle-là, attachée au sol, les mains menottées derrière le dos où il y a un petit cadenas pour mettre les menottes dans le petit cadenas, les pieds menottés au pied du chaise, où des fois tu passais 22 heures, 23 heures d'interrogatoire intensif tout le temps. Au moment de la pause, on va dire 1 heure ou 2 heures de pause, il m'a ramené dans une petite cellule de 2 à 3 mètres carrés où les murs sont grises, une petite lampe jaune, un petit trou dans le sol qui était les toilettes, un petit matelas, une couverture, et je suis resté là-bas 60 jours isolé. La première fois, 60 jours d'interrogatoire isolé. Bon, après je suis sorti au bout de 5 mois. En 2005, dans le même centre d'interrogatoire, j'ai passé 90 jours isolé dans la petite cellule à des interrogatoires intensifs, où mon père, par exemple, qu'il était à l'hôpital, il s'est fait arrêter, qu'il était ramené au centre d'interrogatoire pour me mettre la pression, pour essayer de me faire parler. Et dans les interrogatoires, tu peux voir de tout. En 2001-2002, il y a des gens qui étaient dans les interrogatoires et leur maison, elle était en live dans la cellule de l'interrogatoire, et les renseignements israéliens, ils l'ont dit: vous parlez pas, vous allez voir votre maison en train de se détruire en direct. 5-10 minutes, la personne n'a pas donné l'info qu'il faut. La maison, ils ont fait sauter la maison en l'air en direct. Alors il y a plusieurs moyens de pression psychologique, mais surtout maintenant la question de torture. Et la torture, elle est validée par la Cour suprême israélienne, ça il faut le dire. Elle est validée. On a le fameux cas de 2019 de Samer al-Harbi, de Walid Hanech, et surtout Samer, qui était arrêté par les forces spéciales à Ramallah. 48 heures d'interrogatoire intensif, torture physique. Il est tombé dans le coma avec 12 côtes cassées à l'hôpital, où il est resté 15 jours sans connaissance. Alors, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on a 6 morts. C'est vrai que c'est plus difficile. Mais après, maintenant, on ne sait pas, on va avoir combien de morts aujourd'hui. Après, une fois que tu es transféré, parce que normalement tu es transféré après les interrogatoires dans une prison. Dans la prison, aujourd'hui, je ne veux pas retourner sur les chiffres, mais femmes, enfants, hommes, ils ont tous les circonstances, les conditions vraiment misérables. Quand on parle des enfants, les enfants, où ils peuvent être privés de visites pendant des mois et des mois et des mois. Moi, j'ai connu des enfants où ils sont passés 6 mois avec aucun contact avec l'extérieur. Pourquoi? Pour faciliter les choses. Toutes les prisons israéliennes se trouvent derrière ce qu'on appelle la ligne verte. La ligne verte, c'est les frontières de 67. Derrière, ça veut dire qu'il faut passer un checkpoint pour aller... c'est pour les gens de Cisjordanie et Gaza. Il faut passer un checkpoint et les murs pour rendre visite.
les premières, alors une fois que un mois ou 2 mois d'interrogatoire pour un enfant, pendant l'interrogatoire il n'y a pas de visite, après tu es transféré dans une prison, il faut faire une démarche pour avoir l'autorisation de passer un checkpoint. Les familles sont obligées de passer par la Croix-Rouge, c'est elle qui fait la coordination, mais les premières 3 mois, pour chaque famille, c'est mort. Tu ne peux pas avoir l'autorisation les premières 3 mois, parce que c'est en vérification si la famille elle a le droit de visiter ou pas. Déjà, si un membre de la famille, c'est un ancien prisonnier, automatiquement, il n'a pas le droit de visiter. Si la mère ou le père, le frère ou la sœur, et pour tous les prisonniers, c'est que la petite famille qui peut visiter, il n'y a pas la grande famille ou les amis. Alors les enfants, ils peuvent passer des mois sans avoir aucun contact avec l'extérieur. Et par exemple, les études, les enfants ne peuvent pas continuer leurs études pendant les mois et les années de leur incarcération. Les enfants, ils sont placés à l'isolement total pendant, il y en a plein aujourd'hui même, il y en a quelques-uns qui sont à l'isolement total. On a le fameux cas de Ahmad Manasra qui est le plus urgent aujourd'hui à mon avis. Ahmad qui était arrêté à l'âge de 13 ans, il était jugé à 13 ans, il était blessé, il a passé des tortures, il a passé des interrogatoires avec torture physique, psychologique, où il a développé des maladies psychologiques énormes. Il est devenu violent, accompagné. Il n'a jamais reçu le soin adapté pour ses maladies. Il n'a jamais vu des psychologues ou n'importe quoi. Et du coup, à la place de lui donner le soin adapté, ça fait 2 ans et demi qu'il est placé à l'isolement total. L'isolement total, ça existe dans le système carcéral israélien. L'isolement total, c'est des sections qui se trouvent dans, pas tous les prisons, mais dans 5-6 prisons. C'est une petite cellule de 2 à 3 mètres carrés où la personne est isolée là-bas, tout seul. La majorité de ces prisons, des sections, ils sont vraiment avec des conditions très très difficiles où par exemple le soleil ne peut pas arriver tous les jours. Il est enfermé 23 heures sur 24 heures dans la cellule. Il a le droit de circuler 1 heure dans une cellule. Et au moment de cette heure de cours, il doit choisir s'il doit être menotté main ou pied pendant la circulation. La majorité des gens qui se trouvent à l'isolement total, ils n'ont pas le droit d'avoir des visites de leurs parents, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Le prisonnier qui a passé le plus de temps à l'isolement total, il s'appelle Hassan Salem et il est de Gaza, il est toujours en prison. Lui, il a passé 13 ans de suite à l'isolement total. Alors les enfants, quand on parle des tribunaux, ils sont jugés dans des tribunaux militaires, mais aussi ils sont jugés dans des tribunaux civils. Par exemple, l'occupant israélien, on parle du droit international, mais après le 7 octobre, à mon avis, le droit international, c'est une blague pour les Palestiniens. Pour nous, ce droit, il n'existe plus. Les Israéliens qui avaient signé la Convention de droit des enfants, par exemple, il n'y a pas un tribunal pour les enfants, ils sont jugés dans les mêmes tribunaux que les prisonniers adultes pour des grosses et pour longues peines. Les femmes, je ne veux pas en parler, mais les femmes, ils subissent aussi des circonstances un peu... Moi, j'ai le fameux exemple qui me vient toujours en tête, c'est les femmes enceintes. Qui se font arrêter enceintes. Il y en a qui tiennent, il y en a qui ne tiennent pas. Hein. Il y en a qui ont perdu des bébés pendant les interrogatoires. Il y en a d'autres qui ont pu continuer leur grossesse. Au moment de leur accouchement, ils étaient transférés dans un hôpital. La majorité du temps dans l'hôpital de Ramleh, qui est un hôpital dans une prison. Au moment de leur accouchement, ils étaient obligés d'être menottés 1 main et 1 pied au lit pendant leur accouchement pour des raisons de sécurité. Il y a aussi la question des prisonniers malades. Avant le 7 octobre, on parlait de 800 dossiers des prisonniers malades. Aujourd'hui, on en est à des milliers des prisonniers malades. Il y a ce système de cette négligence médicale qui est fait aussi pour torturer les gens et utiliser la maladie des gens pour les torturer, pour profondir leur maladie. De toute façon, en prison, dès que tu es malade, les premières semaines et des fois des mois, tu as l'aspirine israélien magique pour toute maladie. Pour toutes les maladies, tu as l'aspirine. Alors une fois que tu as une maladie grave, c'est sûr qu'elle est devenue plus grave. Moi, je me souviens bien qu'on était, par exemple, à la prison
du Negev al-Naqab, c'est dans le sud vers les frontières égyptiennes, dans le désert. On était 1800 prisonniers, on avait le droit à un docteur et un dentiste pour l'ensemble de 1800 prisonniers. Alors on va voir qui est le docteur ou le dentiste héros qui peut gérer 1800 prisonniers, que parmi eux il y a des vieux, il y a des malades, il y a des anciens prisonniers, il y a dans le désert tu peux développer des maladies si tu passes des années sous une tente. On était dans 3 différents systèmes, mais aussi on était dans des tentes au milieu du désert. Aujourd'hui, on n'a pas tous les chiffres, mais là il y a 30 prisonniers avec la maladie de cancer qui ne reçoivent pas le soin adapté. Avant le 7 octobre, il y avait 3 prisonniers qui sont morts dans les prisons israéliennes à cause de cette négligence médicale. Le plus connu jusqu'à le 7 octobre, c'était Khadr Adnan qui était mort. Les Israéliens disent à cause de la grève de la faim, mais à mon avis, il s'est fait assassiner dans une cellule en prison pour se débarrasser de cet homme qui est pour les prisonniers et pour la société un symbole des prisonniers. Et même quand tu es mort en prison, la torture n'est pas finie. Parce que les Israéliens, ils continuent de garder les corps morts des prisonniers jusqu'à la fin de leur détention. Avant le 7 octobre, on était à 16 prisonniers morts, détenus dans ce qu'on appelle des cimetières animéraux, où les Israéliens gardent les corps des prisonniers jusqu'à la fin de leur détention. Et bien sûr, la majorité ils dépassent la fin de leur détention. Le plus ancien prisonnier enterré ou gardé, on ne sait pas où est-ce qu'il est, il monte jusqu'à les années 83. C'est un prisonnier qui est mort dans une grève de la faim et depuis il a disparu. Les Israéliens prétendent qu'ils ont perdu le corps dans une cimetière ou quelque part. Mais vraiment, une fois que tu es malade avec une maladie grave dans la prison, vraiment tu vois la fin de ta vie en prison. Et bon, la question de détention administrative, elle était citée. Il y a 2 choses que je vais en parler pour pas être que sur la question de torture et compagnie. La question de la grève de la faim. Pour nous, les prisonniers, pour nous c'était hors de question qu'on accepte que les Israéliens appliquent ce qu'ils veulent sur nous. Nous on était détenus que entre prisonniers politiques, on n'était pas mélangés avec d'autres. Alors il y avait ce système de solidarité, d'organisation, de soutien, et bon, il y a tout un travail. Il y avait plein de moyens de protester contre l'administration de prison jusqu'à arriver à la grève de la faim. La grève de la faim, c'est la dernière arme, on va dire, stratégique dans les mains des prisonniers pour défendre leur dignité, défendre leurs droits, protester contre le système d'incarcération. Une grève de la faim, c'est pas un mot en l'air qu'on peut le dire. Parce que pour les gens qui prennent la décision de déclencher une grève de la faim, c'est une autre responsabilité, parce qu'on sait bien que si on déclenche une grève de la faim avec 3000 ou 4000 prisonniers, on peut revenir 5, 10 ou 15 de moins à la fin de la grève, parce qu'il y aura des morts, parce qu'il y a des crimes qui sont commis pendant la grève de la faim. Moi, j'ai eu la chance, je veux dire, de participer à 2 grèves de la faim, 2022 l'année dernière et une en 2011. On était sous pression quotidienne pour essayer de briser notre grève de la faim. Je donne 2 exemples et après je m'arrête. Par exemple, 2011, on était isolés 100 prisonniers dans une prison. Après 10-15 jours de grève, les gardiens ils sont rentrés dans la cour, devant chaque porte. Ils ont installé des gros ventilateurs, ils ont démarré les ventilateurs. Bon, on s'est dit, on va voir c'est quoi l'histoire. 10 minutes après, ils ont fait rentrer des prisonniers de droit commun israéliens. Ils ont installé leur barbecue. Ils ont commencé à faire leur barbecue, alors que nous, ça faisait 15 jours qu'on n'a rien mangé. On ne buvait que de l'eau. L'année dernière, on a déclenché une grève de la faim pour protester contre la détention administrative, parce qu'on était des dizaines qu'on se faisait arrêter régulièrement en détention administrative. Moi, au moment de déclenchement de la grève, j'étais pris et mis à l'isolement total dans une cellule, la même chose, 2-3 mètres carrés, un petit lit attaché au sol, un petit mur derrière les toilettes. Le sel, il était confisqué, j'avais le droit à une petite bouteille d'eau.
Il n'y avait rien dans la cellule, même j'avais le droit à un changement. Il y avait une caméra installée 24 heures sur 24 heures dans la cellule. Et quotidiennement, il venait, parce que le corps, après certains jours, après 4-5 jours de grève de la faim, tu peux à peine dormir 4-5 heures, tu peux pas dormir plus que ça. Alors, au moment que tu vois sur la caméra que tu t'es endormi la nuit, 1 heure après, ils viennent, ils ouvrent la porte. Bon, la cellule, elle est totalement isolée, il n'y a rien, il n'y a qu'une porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout pour mieux comprendre. Et à minuit, ils ouvrent la porte, des forces spéciales, ils rentrent, ils te réveillent, on veut fouiller la chambre. Fouiller quoi? Fouiller une chambre qui déjà il n'y a rien. Déjà il y a la caméra, vous voyez tout. C'est juste pour t'obliger de se réveiller, mettre debout, sortir, perdre des forces, revenir et tu peux pas dormir après. Le lendemain, ils vont venir te réveiller à minuit pour te dire voilà des menus, des restaurants, même de l'extérieur de prison. Choisis le menu que tu veux, la bouffe que tu veux. On te ramène ce que tu veux juste pour que tu arrêtes ta grève de la faim. Le lendemain, il y a des infirmiers qui passent avec des tracts. Ce jour-là, tu vas devenir aveugle. Ce jour-là, tu vas devenir sourd. Ce jour-là, tu vas perdre tes cheveux. Et la pression est continue. Des pressions. Alors, tu n'as aucun contact avec l'extérieur. C'est arrivé une fois pendant une grève de la faim où il y avait une grosse mobilisation avec les prisonniers. Et il y avait une décision politique israélienne d'arrêter cette grève de la faim, n'importe quelle soit la façon. Et la solution d'un directeur d'une prison, c'était il a pris en force 3 prisonniers, il les a menottés avec ses infirmiers sur des lits. Et la façon, c'est de faire entrer des tubes qui vont du nez jusqu'à l'estomac, de renverser du lait pour dire que voilà, ils ont arrêté leur grève de la faim. Mais malheureusement, 2 de ces prisonniers, le tube n'est pas allé dans l'estomac, il est allé dans les poumons. Ils ont renversé du lait dans les poumons et les 2 prisonniers, ils étaient morts sur place. Alors il y a vraiment des crimes qui peuvent être commis quotidiens contre les grèves, contre les grévistes. Mais pour nous, c'était hors de question qu'on accepte que les Israéliens imposent leur méthode sur nous en prison. Bien sûr, il y a d'autres formes d'organisation, je ne sais pas si on a le temps ou c'est une question. Bon, je terminerai à la fin avec un message un peu plus positif que ça. Merci. La deuxième question qu'on avait envie de poser à Assia, certains thèmes ont été déjà abordés, mais c'était l'expérience carcérale a évolué au cours de l'histoire de la répression des Palestiniennes depuis 1967. Donc, tu nous l'as un peu dit, pourquoi sont-elles arrêtées principalement et emprisonnées? Les conditions de vie ont-elles été modifiées? Bon, on a cru comprendre que ça s'aggravait. Quelles difficultés spécifiques pour les femmes en prison? Sont-elles aussi concernées par la détention administrative? Oui. Et comment organisent-elles la vie à l'intérieur, leurs moyens de résistance, de solidarité, les grèves de la faim? Est-ce que c'est spécifique aux femmes ou de la même façon pour les hommes? Oui. Justement, je vais essayer de parler plutôt de la résistance et des formes d'organisation des femmes au sein des prisons. Comme a dit Salah, les formes des tortures, mais je reviendrai là-dessus, des tortures qui subissent les femmes prisonnières sont exactement pareilles que celles des hommes, avec toute la dimension des tortures des genres dont les femmes, qui subissent les femmes prisonnières et sur lesquelles je vais revenir. Mais là, je voulais parler plutôt des formes de résistance de ces femmes dans les prisons. Du coup, depuis 67, parce que donc avant 67, les femmes, quand Gaza était sous contrôle égyptien, la Cisjordanie sous contrôle jordanien, les femmes qui n'étaient pas arrêtées, mais elles étaient très peu assignées à résidence. À partir des 67, et donc de l'occupation israélienne, la Cisjordanie, Gaza, Golan et Jérusalem, il y a eu, depuis 67 jusqu'à aujourd'hui, il y a entre 10 000 et 15 000, ça dépend des sources, femmes qui sont passées par les prisons israéliennes.
Donc les femmes, tout en ayant participé depuis le début à la lutte anticoloniale palestinienne, elles ont été moins ciblées directement par les arrestations, et donc elles sont beaucoup moins que les hommes en prison, mais ça c'est la même chose en Europe. En Europe c'est entre le 3 et les 4% selon les pays, et en Palestine c'est entre le 1 et le 2% de la population carcérale. Et donc les femmes palestiniennes prisonnières font partie du mouvement des prisonniers, bien évidemment, mais il y a des spécificités liées à leurs conditions d'incarcération, liées à l'évolution du mouvement des femmes, qui sont donc spécifiques. Justement, le fait d'être moins nombreuses a eu un impact sur les formes d'organisation. Au début et pendant très longtemps, les femmes palestiniennes ont été mises dans des prisons avec les détenus israéliens des droits communs. Et donc il y a eu beaucoup de mobilisations, beaucoup de luttes, beaucoup de grèves pour obtenir la séparation des prisonnières des droits communs israéliens, et aussi pour revendiquer, comme pour les hommes, le statut des prisonnières politiques. Et donc refuser d'être une criminelle, mais revendiquer vraiment le statut d'être une prisonnière politique de l'occupation. Le fait d'être moins nombreuses a fait aussi en sorte que pendant très longtemps, alors que dans les prisons masculines, ils ont obtenu, à partir, je pense, des années 80, la possibilité de s'organiser selon de se répartir dans la prison selon l'appartenance aux différents partis. Chez les femmes, il y a une organisation plus transversale parce qu'elles étaient moins nombreuses. Donc, à part pendant la première et la deuxième intifada où il y a eu beaucoup plus d'arrestations, la plupart du temps, elles se sont organisées. Il y a eu moins d'organisations sur la base de l'appartenance partitique, mais c'était plutôt des organisations. En tout cas, elles étaient toutes ensemble. Et donc, et aussi, une autre différence, c'est le fait que les femmes sont toujours prioritaires quand il y a un échange des prisonniers et des prisonnières, n'importe quelle partie soit à l'origine de cet échange. Et donc, en fait, après chaque échange, le mouvement des prisonnières doit un peu se réorganiser depuis le début, parce que les femmes prisonnières qui sont en prison depuis longtemps, les représentantes des prisonnières sortent. Et donc, évidemment, l'administration pénitentiaire israélienne en profite pour enlever toutes les victoires que le mouvement avait obtenues. Et donc, il y a une difficulté de transmission des luttes. Et donc, c'est un enjeu très important pour les femmes, cette question de la transmission des luttes et de l'organisation dans les prisons. Et du coup, on va dire qu'il y a, on peut situer 5 générations des femmes prisonnières qui coïncident plus ou moins avec les échanges. Donc je ne vais pas faire toute l'histoire, mais donc par exemple, on va dire les 2 premières générations des femmes prisonnières, celles qui ont été arrêtées à partir des années 67, c'était des femmes qui étaient très engagées politiquement, dont la culture puisait aussi dans une culture des luttes anticoloniales des années 60-70, et donc qui certaines étaient allées, ont fait des opérations militaires, elles sont allées s'entraîner en Jordanie, et puis sont revenues en Palestine pour faire des opérations. Donc elles n'étaient pas beaucoup, elles étaient pour la plupart, dans différentes prisons, mais dans la prison de Neve Hertz, que c'était la seule prison israélienne pour femmes. Et donc, elles ont commencé à se structurer autour des luttes pour les conditions matérielles, donc pour obtenir des papiers, des stylos, pour obtenir des couvertures, et comme je disais, pour obtenir la séparation des détenus des droits communs israéliens, et aussi pour refuser tout travail au profit de l'occupation. Donc, elles ont fait des grèves. Donc, les 2 premières générations des femmes, la deuxième génération, donc je me souviens plus l'année, mais donc dans les années 80, il y a eu une grosse grève dans laquelle les femmes ont refusé tout travail qui profitait à l'occupation, parce qu'elles étaient obligées de coudre les uniformes pour l'armée, de cuisiner pour les gardiens, et donc elles ont gagné cette grève. Et donc à partir de ce moment-là, le travail qu'elles faisaient en prison, c'était que destiné aux autres prisonnières, mais pas, donc elles ont refusé de coudre les uniformes, etc.
Et avec l'échange des 85, la plupart des femmes sortent et donc le mouvement doit se reconstruire. Et peu après commence la première intifada. Donc pendant la première intifada, il y a des arrestations massives d'hommes et des femmes, un peu de toute la société civile palestinienne. Et donc pendant la première intifada, il y a beaucoup de femmes qui rentrent en prison, qui sont pour plein de raisons, à la fois pour avoir participé à des manifestations, mais aussi, comme le cas du père de Salah, parce qu'ils avaient des liens avec des prisonniers et donc ils les utilisaient comme forme de pression, à la fois pour des prisonniers qui étaient en clandestinité, pour les obliger à se rendre, à la fois pour mettre la pression sur les prisonniers qui étaient en prison, aussi en s'appuyant sur des stéréotypes orientalistes et racistes, sur l'image de la famille arabe, de la femme arabe, et donc ils se disaient les hommes palestiniens ne vont pas accepter de ne pas avoir un rôle de protecteur des femmes, et donc ils vont céder si on met la pression sur les femmes. Et donc il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées en prison que en raison de leurs liens familiaux, d'autres qui participaient à des manifestations, des collégiennes, des lycéennes, etc. Et donc la génération des femmes de la première intifada, c'est une génération qui a obtenu une victoire très très importante, qui est, peut-être c'est pas mais j'ai l'impression que même au sein de la société palestinienne n'est pas assez citée. En fait, quand il y a eu les accords d'Oslo après la première intifada, il y a eu l'accord pour les échanges des prisonniers. Et normalement, quand il y a des accords soi-disant de paix, tous les prisonniers de guerre sont censés sortir. Dans les cas des hommes, il y a eu 350 hommes qui sont restés dans les prisons. Dans les cas des femmes, en fait, en 95, il y a eu cette décision où les femmes allaient sortir, allaient être libérées, sauf 5, qui étaient 5 femmes qui appartenaient d'ailleurs à des partis différents et qui avaient tué des soldats. Donc, quand l'officier de la prison est arrivé pour annoncer la libération de toutes les femmes sauf 5, toutes les prisonnières se sont réunies dans une cellule. Elles ont décidé de refuser la libération s'il n'y avait pas une libération pour toutes ces femmes. Et parmi celles qui ont refusé, il y avait des femmes qui avaient été condamnées à 15 ans de prison et qui du coup allaient risquaient de faire 15 ans de plus de prison si elles refusaient leur libération. Elles ont tenu, et donc pendant 16 mois, elles ont fait une grève qui a duré 16 mois, dans laquelle elles ont résisté à toute tentative de les sortir de force, de la part de l'administration israélienne, mais aussi de la part de l'autorité palestinienne qui était revenue et qui voulait montrer le succès d'avoir fait sortir les prisonnières palestiniennes, etc. Et donc pendant 16 mois, elles se sont organisées dans 2 cellules. Elles ont organisé une lutte unitaire et transversale qui a permis en 97 la sortie de toutes les femmes de prison. Évidemment. Et ça, un peu toutes les femmes qui ont participé, elles le citent vraiment comme un exemple qui aurait dû être transmis à la fois dans l'histoire des luttes palestiniennes, mais dans la lutte de tous les prisonniers et les prisonnières politiques du monde, le fait d'avoir obtenu la libération de tout le monde. Évidemment, après, à partir de 97, les arrestations ont recommencé très rapidement. Et donc, il y a eu, en 2004-2005, il y avait 115 femmes dans les prisons israéliennes. À nouveau, elles se sont organisées selon les différents partis, parce que il y avait beaucoup plus de femmes du Hamas, du djihad islamique qui rentraient, à côté de celles du Fatah, du FPLP, etc. Et donc le mouvement peine à se réorganiser, mais s'appuie un peu sur des figures charismatiques des femmes qui restructurent le mouvement. Et encore une fois, il y a l'échange de 2011 avec Gilad Shalit, où toutes les femmes sortent, sauf 3 prisonnières de 48, qui donc ont la citoyenneté israélienne et que l'État d'Israël a refusé de libérer. Parmi ces prisonnières, il y a Lina Jarbouni, que c'est une prisonnière qui a été en prison entre 2002 et 2017, et qui donc à un moment donné, elle est restée toute seule dans la prison, et c'est un peu elle qui a pris en charge la restructuration du mouvement.
Donc, dans les 10 dernières années, il y a eu aussi, dans le cadre de l'intifada de Habbat el-Quds en 2015-2016, il y a eu beaucoup plus de femmes, des jeunes filles. À un moment donné, en 2015-2016, il y avait beaucoup de mineurs. Parce que donc, Israël permet d'arrêter les Palestiniens à partir de l'âge de 12 ans, que pour les Palestiniens, évidemment, pour les citoyens israéliens, ce n'est pas le cas. Et donc il y avait beaucoup de mineurs en 2015-2016, et donc beaucoup de filles, des jeunes filles qui étaient pas organisées, qui appartenaient pas à des organisations spécifiques et qui n'étaient pas forcément très organisées, très politisées. Et donc au début, la situation dans les prisons on ressent, donc c'est assez compliqué de s'organiser. Et c'est un peu au moment où Khalida Jarrar et d'autres, Mouna Qadan, donc des différents partis, arrivent en prison. Khalida Jarrar, c'est une féministe, une députée du Front populaire palestinien qui a travaillé elle aussi à Damir et qui a été placée en détention administrative, on va dire entre 2015 et 2021. Elle a passé quelques mois dehors. Elle a été toujours mise en détention administrative. Certains des chefs d'occupation, c'était d'avoir fait des discours en soutien des prisonniers ou d'avoir participé à des manifestations en soutien des prisonniers, alors qu'elle travaille pour Ad-Damir, qui est une association en soutien des prisonniers. Khalida, sa fille, elle est morte une semaine avant sa libération pour une crise cardiaque. Elle n'a pas été libérée pour pouvoir assister à son enterrement. Et à travers l'action de Khalida et de Mouna, et aussi suite à la campagne d'arrestation israélienne qui a visé beaucoup les associations comme Al-Haq, comme l'association des femmes, comme l'association de l'agriculture, une association aussi médicale, donc, et aussi beaucoup des syndicats d'étudiants, a ramené en prison des femmes qui étaient déjà très organisées, très politisées, et que donc ont restructuré ensemble le mouvement, en s'axant en particulier sur cette histoire d'éducation clandestine en prison. Donc à partir de 2015, presque toutes les femmes qui n'avaient pas le bac ont passé le bac en prison. Et puis à partir de 2019, il y a eu cette licence en travail social qui a été mise en place. Bon, là, je ne vais pas avoir le temps de parler dans le détail, mais c'était vraiment des cours qui ont été créés en secret, en faisant rentrer clandestinement des livres, mais aussi vraiment, les femmes, elles créaient des manuels scolaires qu'elles recopiaient dans chaque cellule pour que toutes les filles, elles en aient. Elle crée des cours à partir des bouquins qu'elle trouvait dans les bibliothèques, des émissions radio, des souvenirs de l'école, des souvenirs... et elles ont vraiment mis en place un type d'éducation dans les prisons qui était vraiment une éducation, que certaines ont défini, certaines des prisonnières, une éducation critique et libératrice, parce que c'était vraiment partir des conditions de vie des femmes dans les prisons et en dehors, et essayer de leur donner les outils pour conscientiser toutes les dominations qu'elles subissaient, et aussi donc pour y résister. Donc, et comme pour les hommes, il y avait un peu ce principe que toutes les femmes qui rentrent en prison analphabètes doivent en sortir en sachant lire et écrire. Et donc, là, en tout cas, la question de l'éducation en prison, pour les hommes et pour les femmes, même si avec les femmes avec plus de difficultés dues aux conditions, a toujours été centrale dans la lutte du mouvement. Et c'est tout, quoi. Alors une dernière question à nos deux invités avant de passer au débat. Pour Salah, écoute, tu pourrais quand même un peu plus développer aussi les liens de justice à l'intérieur des prisons, comment on sort, comment on est quand on sort de prison, comment la solidarité se crée aussi à la sortie de prison, comment on peut travailler en Palestine avec les associations de prisonniers ou d'autres, des associations de droits de l'homme, la nécessaire solidarité avec l'international, le message à donner à ceux qui soutiennent la Palestine, et puis un dernier message, comment tu vois l'avenir, la fin de l'occupation? La question est longue aussi. J'ai combien là, 5 minutes? Oui.
Comme Assia l'a dit, pour nous, la prison, elle était une autre forme de résistance, en fait. On n'arrête pas, pour nous c'était interdit de arrêter cette résistance devant la porte de prison. Tu changes de moyen, tu changes de méthode, mais tu n'arrêtes pas l'engagement dans cette résistance, dans cette lutte. Et vraiment, dans certaines années, on a pu vraiment, dans certaines prisons, on a pu transformer la prison pour un fort d'une université révolutionnaire pour l'ensemble des prisonniers qui sont là. Moi, je ne sais pas si je veux dire comme ça, mais moi, sans la prison, j'aurais jamais eu cette formation politique, idéologique qui m'a formé. Hein. C'est grâce aux anciens prisonniers, à des autres, où moi j'étais formé politiquement. Et à l'inverse, moi, je ne veux pas dire que c'est le cas de tout le monde, on ne peut pas généraliser les cas, mais parmi des prisonniers, à chaque emprisonnement, tu sors plus déterminé que celle d'avant. C'est pas... Les Israéliens, ils sont dans l'illusion totale s'ils croient que c'est la prison qui va arrêter la démarche de quelqu'un qui est bien convaincu dans sa lutte. Moi, à l'âge de 16 ans, mon engagement, il partait du ventre et du cœur en écoutant une chanson ou voir une image ou des trucs comme ça. Après la première emprisonnement et surtout la deuxième à l'âge de 16 ans, 18 ans, c'est là où j'étais formé par des anciens prisonniers où tout est tourné dans une façon de penser, un attachement idéologique. Parce que dans la prison, comme je dis, la prison c'est un enjeu entre l'être humain et le temps. Qui contrôle qui ? C'est nous qui contrôlons le temps ou c'est nous qui se font contrôler par les heures et le temps dans la prison. Alors nous, on faisait tout pour avoir ce temps bien chargé, mais surtout bien utile. Une journée en prison, ça veut dire réveil collectif le matin, 8h30, 9h, tout le monde debout, les lits bien rangés. Même avant de parler de ça, il faut savoir que par exemple on avait nos congrès tous les 6 mois, le congrès des fois annuel, où on avait des comités, des élus, chaque élu il est responsable d'organiser un comité de culture, un comité de sécurité, un comité d'organisation, un comité d'administration quotidienne de la vie. Après, il y a l'ensemble de systèmes qui est imposé sur tout le monde. Imposé, c'est le choix aussi. Réveil 9h, on sort de 9h à 10h, on revient, petit déj collectif qui est préparé par nous. Première cours 11h, 12h30, des cours, tu peux avoir de tout, parce que comme il y a de tout en prison, tu peux avoir des cours de journalisme, d'histoire, des philosophes, des cours d'histoire des peuples qui étaient sous occupation, tu peux avoir de tout. Midi 30, 13h, temps calme pour pouvoir les lire 1 heure ou 2 heures. Une cours dans l'après-midi, on mange ensemble, deuxième cours le soir, temps libre 1 ou 2 heures pour l'ensemble de tout le monde, 11h temps calme jusqu'à minuit 30 pour lire, et minuit 30 tout le monde est au lit. C'est-à-dire que tu as vraiment un emploi de temps chargé. Et comme elle a dit Assia, c'est surtout après 2017-2018, on a pu avoir accès à l'université discrètement. Parce que l'université, avant 2006, avant la loi Gilad Shalit en 2006, on avait le droit d'avoir accès à l'université hébreu israélienne par correspondance. Après 2006, ce droit il était suspendu, il était annulé. 2017, on a quelqu'un qui a redéveloppé le système de l'étude et on a pu tout le monde avoir accès aux études mais clandestinement quoi, c'était pas officiel. Alors tu as cette vie de solidarité entre tous les prisonniers et vraiment dans la prison c'est la seule chose qui peut laisser les gens vivre toutes ces conditions difficiles
dans laquelle on était. Vraiment, moi, quand je parle de la prison, je vois, il y a le côté torture, pression psychologique et compagnie, mais ce côté-là, qui a fait sortir de presque plus ou moins tous les dirigeants politiques palestiniens, ils sont passés par l'école de la prison. Vu la scène politique de tous les dirigeants palestiniens aujourd'hui, parce que, bon, il y en a à part une, la majorité de ces gens, ils sont passés par les prisons, ils étaient formés dans les prisons, ils ont passé des dizaines d'années dans la prison. Et on n'est pas les seuls, on n'a pas inventé ça, nous les Palestiniens. C'est passé en Algérie, c'est passé au Vietnam, c'est passé en Afrique du Sud, c'est passé partout. Mais quand on parle après la prison, malheureusement, le système comme je disais, c'est pas normal de dire que les Palestiniens sont habités pour les arrestations, mais la sortie de la prison, tu as quotidiennement des sorties, des gens qui sortent de la prison. C'est devenu une normalité que tu vois quelqu'un qui sort de la prison. Malheureusement, il n'y a pas un système de réadaptation pour les Palestiniens. Il n'y a pas de système psychologique ou quoi qu'il soit, il n'y a pas. Les gens, ils se débrouillent individuellement, chacun avec sa famille, avec ses contacts, avec ses liens, ça dépend de la classe de là où il... Bon, chacun il se débrouille tout seul. Il y a aussi la forme de solidarité à l'extérieur, par les partis politiques, par les familles, à part les cas qui sont vraiment très 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 graves. Les Palestiniens qui sont sortis, là on a vu juste en début octobre le prisonnier qui est sorti de Hébron, qui a passé 7 ans à l'isolement total, qui est sorti, qui n'a pas reconnu sa famille, il avait perdu totalement son cerveau. Ben, ça c'est des cas où ils sont traités spécialement. Mais pour nous, c'était le jour de libération, 2-3 jours off famille, le 4e jour tu es là pour planifier tes trucs, pour rentrer dans l'engagement, voir les contacts qui est en prison, qui n'est pas en prison, qui est là, pour réorganiser le mouvement. Et tu es reparti dans une deuxième vague d'organisation, dans une vie clandestine. Bon, on ne perdait pas de temps pour dire bon, c'est le temps de faire un temps calme de 1 an, 2 ans, il n'y a pas le temps d'avoir un temps pour toi. Je sais que c'est peut-être pour certains et certaines, c'est un truc qui n'est pas compréhensible, mais vu dans quelle injustice tu peux vivre, il n'y a que l'engagement politique dans la résistance palestinienne qui peut te faire exprimer vraiment. Parce que de vivre, de dire je peux vivre, pour les gens engagés, je ne parle pas pour tout le monde, de dire que c'est possible de vivre normalement sous une occupation, ça ne marche pas. Et le seul truc humain qui peut sortir ces êtres humains clairement pour moi et pour d'autres devant l'occupation, c'est d'être engagé dans la résistance. C'est le seul moyen qui peut me faire exprimer en tant qu'être humain. Il n'y a pas d'autre... Alors, les façons de la résistance, ça c'est une autre question, parce que la Palestine, comme vous savez, elle est séparée entre Cisjordanie, Gaza, 48... alors, chaque endroit, il s'organise dans la meilleure des formes qui peut. Les dernières 2 choses, pour ne pas être très long, la question de la solidarité internationale et comment on voit la Palestine. La question de la solidarité internationale, moi je pense que, et aussi c'est pas nouveau, que la solidarité internationale, elle est un des moyens forts dans la lutte du peuple palestinien. Il y a des missions à ce mouvement de solidarité à faire que le peuple palestinien ne peut pas faire depuis l'intérieur. Et je ne veux pas dire que le mouvement de solidarité il est là pour imposer ses choix ou sa vision politique ou non, on est là sur moi à mon avis la meilleure façon, parce que je sais il y a de gauche, il y a de centre-gauche, il y a de plus gauche, depuis le 7 octobre on le voit la discussion dans la gauche française. À mon avis il y a une question de droit, il y a une question de droit du peuple palestinien, les droits historiques du peuple palestinien. Tous les droits historiques, droit du retour, autodétermination,
libération des prisonniers, toutes les questions que l'horreur des accords d'Oslo qui les a pas cités. Et c'est ça qui nous a ramené aujourd'hui, 30 ans après. Oslo, c'est la troisième catastrophe, après 48, 67, on a les accords d'Oslo. Cette troisième, malheureusement, hein, c'est une catastrophe signée par les mains des Palestiniens. Et on en voit le résultat aujourd'hui, 30 ans après. C'est exactement ce que les Israéliens, les Américains et les Européens ont planifié pour les Palestiniens pour qu'on arrive à là. Aujourd'hui, ce moment de solidarité, et surtout dans ce temps-là, on a vu qu'il a pu imposer, quand à Londres il y a 1 million, bon, France un peu moins, Barcelone et la compagnie, surtout le moment de solidarité qui est aux États-Unis, surtout aussi les Juifs aux États-Unis, et ce mouvement qui est en train de se développer dans des réseaux qu'on n'a pas pu voir avant, je pense qu'il a imposé aussi des choix. Que hier, il n'y a que les États-Unis qui disent veto pour un cessez-le-feu, pour la Grande-Bretagne n'a pas voté. Il y a 2 mois, c'était pas le cas. Il y a 2 mois, c'était un front ouvert de Macron pour affronter Daesh à Gaza. Et hier, il y avait la vote de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, il y a 2 choses qui ont obligé ce monde à bouger. La résistance, la résilience des Palestiniens et le mouvement de solidarité internationale qui a imposé des choses et des règles nouvelles. Parce qu'avant le 7 octobre, c'est pas la même après le 7 octobre. On va rentrer dans un nouveau monde. On est rentré, la question palestinienne est revenue la première question mondiale qu'il faut régler. Alors, de dire, aujourd'hui, les discours sont beaux pour certains et certaines, de dire, oui, la solution de 2 États, peuple à côté d'un peuple qui vit pacifiquement, comme si les choses seraient réglées comme ça. 30 ans, la communauté internationale, elle a gardé ce statu quo sans rien faire. Les Israéliens, de leur côté, ils étaient en train de changer les faits sur place pendant des années et des années et des années. On a aussi le choix de réfléchir, c'est quoi la solution? On a le droit de réfléchir, c'est quoi la solution? Pour moi, comment je vois la Palestine? Pour moi, une solution qui ne garantit pas les droits historiques du peuple palestinien, surtout le droit du retour de tous les réfugiés palestiniens, qui est un droit fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on veut... Parce que de l'autre côté, quand tu parles de droit de retour, les gens ils vont dire « Ah, mais vous allez jeter les Israéliens dans la mer et la compagnie », ça c'est pas la question. Et la question surtout, qu'on ne va pas rentrer dans la propagande, que c'est un conflit religieux, parce que le cas, le conflit est clair, n'est pas religieux. Avant 48, il y avait des juifs, musulmans, chrétiens qui vivaient ensemble. C'était pas le problème. Le problème, il a commencé avec la décision européenne impérialiste de créer l'État d'Israël en s'appuyant sur le mouvement sioniste. Le problème, il a commencé ici. Le problème n'a pas commencé le 7 octobre. Il a commencé même avant, il y a 100 ans. On peut parler de 1917, plan de partage et en compagnie, mais on ne va pas aller trop loin. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, vu les faits qui sont faits depuis 30 ans sur place, la colonisation, le mur et la compagnie, moi je pense que la solution, elle sera de passer vers un État démocratique. Un État démocratique, je ne veux pas dire dans les conditions d'aujourd'hui, parce que quand on parle d'un État démocratique aujourd'hui, on va passer dans un État d'apartheid total. Non. Aujourd'hui, les Palestiniens doivent, à mon avis, s'organiser, surtout après le 7 octobre. Les choses sont vraiment plus claires après le 7 octobre. Un mouvement, il faut reconstruire la grande maison des Palestiniens, l'OLP, qui représente tous les partis politiques de tous les Palestiniens, de retourner sur la charte avant la charte de l'OLP qui a été changée pendant les accords d'Oslo. Il faut retourner sur la charte de 1969 et de s'appuyer sur un mouvement nationaliste, national, palestinien, qui a le droit d'utiliser toute forme de résistance qui est garantie dans le droit international. Au moment que cette maison, qui représente les 14 millions des Palestiniens extérieurs et intérieurs, fait payer au mouvement sioniste, au gouvernement israélien et à l'occupant israélien le prix de son occupation, la solution, elle va commencer par là. Tant que les Israéliens, en Palestine et au niveau international, ne payent pas le prix
de l'occupation, ils vont continuer de garder et continuer de massacrer et essayer de faire éliminer le peuple palestinien. Parce que le projet sioniste, il part de l'idée, et on le voit jusqu'à aujourd'hui. L'idée, il part d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Quand on voit aujourd'hui ce génocide lancé pour faire, le plan est clair, et la guerre, ce génocide, ce n'est pas une guerre entre la Hamas et Israël. Ça, c'est un mensonge qu'on n'accepte pas. C'est un génocide lancé contre l'ensemble des Palestiniens. On l'a vu, le plan qui était prêt depuis longtemps de faire disparaître les Palestiniens dans la bande de Gaza, la majorité en Égypte et dans d'autres pays. Et le plan aussi pour les Palestiniens de Jérusalem et Cisjordanie pour les envoyer en Jordanie. Alors là, on est devant un génocide d'existence. Les Israéliens veulent éliminer le peuple palestinien. Le seul moyen, c'est résilience, résistance et solidarité internationale. Merci. Merci beaucoup, Salah, de toute cette conférence. On laisse une dernière question à Assia. Une dernière question pour Assia. Alors, on va revenir aux femmes. Donc, si tu pouvais nous parler de la sortie des prisons des femmes, quel statut retrouvent-elles à leur retour dans la société palestinienne? Est-ce qu'elles reprennent un rôle? Est-ce que leur image a été modifiée par l'incarcération? Est-ce qu'il y a des associations d'aide à la réinsertion? Et quel mode de résistance utilisent-elles ensuite dans leur vie quotidienne ou pas? Et en ce qui concerne les mouvements de solidarité en France, on pense qu'il est nécessaire de sensibiliser sur cette question spécifique des femmes en dehors et dans les prisons. Oui, déjà c'est difficile de généraliser la sortie des femmes et ce qui leur arrive et comment elles sont accueillies. Ça change aussi beaucoup, ça dépend aussi beaucoup du milieu, de la classe, de l'origine, de la famille et du soutien ou pas de la famille, la famille plus proche. Il y a eu, donc comme je disais, dans les tortures que les femmes subissent en prison, il y a des tortures spécifiques, il y a des tortures spécifiques liées en tout cas à la dimension de genre. Et surtout, et donc depuis le début, les Israéliens utilisent une torture coloniale et basée sur les assignations de genre, à la fois à travers l'utilisation d'insultes sexuelles ou d'insultes vis-à-vis des femmes, la privation des besoins, la privation par exemple des serviettes hygiéniques, le refus de leur donner des serviettes hygiéniques comme forme de torture, comme Salah a dit pour les femmes enceintes, le fait d'accoucher en étant menottées dans l'hôpital. Il y a aussi des menaces de viol et parfois. C'est bon? Okay. Il y a des menaces de viol, de formes de violences sexuelles au sein des prisons et aussi cette pratique qu'ils appellent la pratique de l'isqat, que ça veut dire menacer les femmes à la fois de dévoiler des relations sentimentales qu'elles ont ou faire des photomontages des femmes avec des photomontages des femmes dans des positions sexuelles, etc. et les envoyer au village, les envoyer à la famille, menacer de faire venir les parents et de les torturer sexuellement face au père ou à la mère ou aux frères, etc. Surtout les femmes de la première génération, Aïcha Aoud et Rasmi Aoud en particulier, ont subi des viols, ont subi des viols lors de la torture. Et pendant un moment, et en tout cas dans certains cas jusqu'aujourd'hui, la figure de la femme prisonnière, il y a autour de la question de la femme prisonnière, il y a cette dimension de l'harcèlement, des violences sexuelles potentiellement subies en prison. Mais il y a eu tout un travail fait par les femmes prisonnières, et notamment Aïcha Aoud. Aïcha Aoud, elle a écrit 2 livres. Dans un livre, elle a mis en récit la torture qu'elle a subie, elle a mis en récit son viol. Et à travers d'autres associations et mouvements des femmes, notamment pour la plupart liés au FPLP, mais pas que,
il y a eu vraiment tout un travail pour délier cette question de l'honneur liée au corps des femmes et revendiquer justement la question de la résistance des femmes comme les hommes. Et c'est ça la question de l'honneur, c'est comment les femmes ont pu résister aux violences qu'elles ont subies. Et tellement que, pareil, il y a une chercheuse palestinienne qui s'appelle Lina Meari, elle a travaillé beaucoup sur le soumoud des prisonniers et des prisonnières face à l'interrogatoire. Elle a montré comment la façon de résister aussi à ces tortures sexuelles a permis aux femmes à la fois de redéfinir aussi la vision dans la société palestinienne, de redéfinir aussi la vision et les assignations à la question de l'honneur, à la question du corps des femmes dans la société palestinienne, et de rendre en même temps inefficaces ou moins efficaces ces formes de pression, de torture sexuelle de la part des Israéliens. Certaines me racontaient de comment, en se préparant l'une l'autre, en se formant l'une l'autre à comment résister à ces formes de pression, il y avait par exemple des femmes assez âgées, très très religieuses, très très croyantes, qu'au moment où un soldat lui a dit, l'a menacé, lui a dit je vais te violer, etc. Elle a ouvert sa chemise et lui a dit vas-y viens. Et en fait c'était pour montrer que ça leur faisait pas peur, c'était des conseils qu'elle avait appris des autres femmes prisonnières. Et ça permet aussi de rendre plus inefficaces ces formes de torture parce qu'elles ont moins toutes ces menaces de diffuser des rumeurs. Ont aussi pareil, il y a des pères face auxquels les soldats ont raconté plein de rumeurs et les pères ont défendu, ont dit ça vous concerne pas, si ma fille a des relations sexuelles c'est pas votre problème. Et donc ça a quand même permis aussi cette forme de résistance, ce soumoud à travers l'interrogatoire aussi d'échanger et de redéfinir des rapports et des relations au sein de la société palestinienne même. Après, évidemment, on peut pas généraliser, ça dépend vraiment du milieu. Il y a beaucoup de femmes qui racontent comment, au sein de la prison aussi, elles ont pu conscientiser des formes de domination qu'elles subissaient et essayer de les résoudre. Il y a des collectifs, depuis l'intérieur de la prison, fortes aussi du statut que les femmes prisonnières ont. Certaines femmes, notamment Khalida Jarrar, mais pas que, elles ont essayé de résoudre des questions personnelles, familiales de leurs co-détenus. Et c'est vraiment à travers ce rencontre entre des femmes des classes différentes, d'origines différentes, que parfois peuvent se rencontrer qu'en prison. Une femme me disait, c'est assez bête de la part de l'occupation de mettre tous ensemble des Palestiniennes, des camps de réfugiés, des 48, des avocats, des paysannes, des femmes et des hommes qui parfois se rencontrent qu'en prison et qu'en prison justement apprennent aussi à connaître la Palestine, des coins par exemple, il y avait beaucoup de femmes qui me racontaient de comment en prison leur imaginaire de la Palestine ça s'est élargi parce que du coup il y avait les femmes du 48 qui leur racontaient comment elles résistaient aussi, les formes des violences coloniales qu'elles subissaient. Elles faisaient des comparaisons entre les façons de nommer les mêmes objets et du coup ça permet aussi de tisser des liens et des réseaux dans toute la Palestine. Donc beaucoup de femmes qui n'étaient jamais sorties de leur village auparavant, certaines, pas toutes, il y a plein de femmes palestiniennes qui vont partout, mais après la prison, elles pouvaient aller n'importe où en Palestine parce qu'elles avaient des réseaux d'anciennes prisonnières avec qui s'organiser. Donc justement ces réseaux assez informels d'anciennes prisonnières essayent de lutter contre l'isolement dans lequel peuvent se trouver des femmes qui sont sorties de prison. Même si donc il y a des femmes qui racontent quand même la difficulté, les traces que la prison laisse sur leur corps, le fait que certaines ont divorcé, certaines n'ont pas voulu ou pu se marier, d'autres et beaucoup, et en 48 et en Cisjordanie, ont des grosses difficultés à trouver du travail après la prison. Mais du coup
coup, il y a ces réseaux informels des prisonnières qui se soutiennent et qui essayent vraiment de lutter pour continuer la lutte en dehors de la prison. Il y a un programme aussi mis en place par Ad-Damir, en particulier avec des femmes prisonnières qui se rencontrent. Il y a eu un cours d'écriture créative et il y a un livre qui est sorti où toutes les prisonnières racontent leurs histoires. Donc il y a des formes de résistance, mais en effet plutôt auto-organisées après la prison pour continuer, pour poursuivre la lutte. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont, comme les hommes, politisées en prison et qui donc en effet sont sorties de prison beaucoup plus convaincus, beaucoup plus en voulant s'engager et en voulant poursuivre leur lutte. Donc le but de la prison de casser, de briser la volonté des résistances n'a clairement pas marché. يا طول يا عين عيني للجبل يا مول لموقدين النار بين اليوم يا مار عيني لله